Gabon, on célèbre ce 30 août 2024 un coup de révolution ou alors de libération selon l'appellation donnée par le CTRI à travers la voie la plus autorisée qui n'est nulle autre que celle du général Clotaire Oligui Nguema. Celui-ci avait mis fin à 55 ans de règne de Bongo. Le Gabon célèbre donc cette journée comme une journée nationale de libération. Mais qu'a fait le général Clotaire Oligui Nguema à la tête de ce pays depuis un an? Eh bien, on aura le temps d'en discuter avec notre invité. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de l'Algérie qui sort du silence après les attaques à Tinzawatene et qui décide de nier toute implication dans ces différentes attaques et dans toute insécurité dans le Sahel, car l'Algérie reste un pays qui prône la sécurité mais aussi le respect de la souveraineté. C'était au Conseil de sécurité que le représentant de ce pays s'est exprimé et en mettant en exergue aussi la présence de paramilitaires sur le territoire africain. À qui s'adressait-il? Eh bien, on en parle aussi dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Bienvenue également à notre invité, Dr Sango, politologue et internationaliste, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Madame Cassandra Begouté. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Foyo Média que j'ai encore le plaisir de retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Nous démarrons les échanges, Dr Sango, juste après cette transition. Vous nous regardez sur nos plateformes internet For You Media Africa, vous nous regardez également à travers vos petits écrans et vous pouvez nous écouter partout dans le monde à travers l'application et vous nous écoutez en ce moment, bien sûr, à travers la 96.3 FM, la radio panafricaine. Merci à tous pour votre fidélité, merci d'être avec nous et d'avoir choisi For You Radio. Docteur Sango au Gabon, on célèbre donc un an de présence du général Clotaire Oligui Nguema, on s'en souvient, comme si c'était hier, au lendemain de l'élection présidentielle au Gabon. Le président qui avait été annoncé vainqueur a été renversé. Il s'agissait d'Ali Bongo, alors qu'il était encore en face de Ondo Ossa, par exemple, qui, lui, avait revendiqué sa victoire quelques heures plus tard pour s'effacer encore quelques jours après. Aujourd'hui, un an plus tard, Dr Sango, alors qu'on était en train d'observer des descriptions comme quoi il s'agit d'un coup d'État de palais. Que dire de ces 365 jours du général Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon? Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout simplement analyser le bilan de Oligui et Clotaire à la tête du Gabon sous le prisme des attentes de la population. Il n'y a pas autre élément qu'on puisse utiliser ou qu'on puisse privilégier aujourd'hui pour lire ou pour faire le bilan d'un an à la tête de ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que les chantiers qui étaient énormes, puisque le Gabon était un pays qui avait beaucoup de défis et qui nécessitait, n'est-ce pas, l'avènement d'un homme éclairé, capable de répondre ou de relever ces défis dans l'optique d'inscrire ce pays Eldorado. Parce qu'il faut dire, le Gabon est en Afrique ce que les pays arabes sont au Moyen-Orient, puisque quand on voit la démographie du Gabon, on voit les richesses du Gabon, on comprend bel et bien que le Gabon a tout simplement besoin d'un leader éclairé pour essayer de faire de ce pays un paradis. Donc lorsque vous voyez aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan diplomatique, les attentes restent encore à désirer. Et donc aujourd'hui, on voit bel et bien que la célébration dont Oligui Nguema serait en train de fêter aujourd'hui est-elle une célébration, n'est-ce pas, par rapport à la cessation ou alors à la fin d'un régime qui avait jusque-là passé beaucoup d'années à la tête du Sénégal, ou alors une célébration du Gabon, ou alors une célébration par rapport à la libération du peuple gabonais conformément à ses aspirations. Donc aujourd'hui, je pense qu'on constate au fil du temps, à partir des transactions
d'Olingue Nguema, qui vient de passer 1 an à la tête du Gabon, qu'en réalité, il s'agit bel et bien d'une célébration qui fête, d'accord, la chute de l'omniprésence d'une famille au Gabon. Parce qu'il faut dire, hein, le président Omar Bongo, avant sa mort, venait de passer 41 ans au pouvoir. Ajouté aux 14 autres années de son fils Ali Bongo, vous voyez bel et bien que le Gabon se confondait déjà à une sorte de monarchie où on pensait que c'était la chose d'une seule famille. Donc à partir du moment où Olingue Nguema a fait son coup d'État, c'était l'espoir du peuple de voir en ce coup d'État-là une façon de décharger le Gabon, n'est-ce pas, du fardeau d'une famille ou alors d'un accaparement du pouvoir par une famille. Mais je pense que aujourd'hui, l'euphorie est en train de disparaître pour laisser la place à la réalité. On voit que depuis que Olingue Nguema est arrivé, il a eu à faire des réformes. Sur le plan politique, il a eu à organiser par exemple un dialogue national où il a réuni les pères de ce pays-là et a pris un certain nombre de résolutions parmi lesquelles la suppression du poste par exemple du Premier ministre, parce que ça fait partie des résolutions qui avaient été prises lors de ce dialogue, le maintien, n'est-ce pas ici, du caractère bicaméral de l'Assemblée nationale et l'organisation des élections à l'échéance 2020-2025. D'accord? Lorsqu'on voit, ne serait-ce que sur ce plan politique-là, ces réformes-là, on voit bel et bien que la suppression du poste de Premier ministre, quelle est l'urgence? Quel est l'intérêt? Si ce n'est, n'est-ce pas, l'ambition de renforcer l'omniprésence du pouvoir présidentiel. Donc, c'est un problème. Lorsqu'on voit l'organisation des élections, voilà 2025 qui arrive, il a fait un discours, il n'a pas indiqué clairement qu'en 2025, le Gabon va organiser les élections. Et il y a également son silence sur sa représentativité, n'est-ce pas, à ces prochaines élections. Parce que lorsqu'il est arrivé à la tête du pouvoir, il a bel et bien indiqué aux Gabonais et aux Gabonaises qu'en réalité, il est là pour organiser la transition et remettre le pouvoir à la société civile. Donc, il y a tous ces éléments-là qui pèsent aujourd'hui. Sur le plan économique, on ne ressent pas les réformes en profondeur. Le Gabon, aujourd'hui, est un pays qui est 4e producteur du pétrole en Afrique centrale. Et cette économie gabonaise est une économie totalement basée sur le pétrole. Donc, on attendait d'Olingue Nguema, n'est-ce pas, la diversification de l'économie gabonaise, ce qui n'a pas été le cas. Toujours sur le plan économique, on voit bel et bien que la dette gabonaise caracole plus de 70% du produit intérieur brut, chose qui ne favorise pas l'amélioration des conditions de vie des populations. Et on voit, d'après les statistiques des organisations d'intégration sous-régionale, que un Gabonais aujourd'hui vit avec moins de 2 euros par jour. Donc, lorsque vous mettez ensemble ces éléments-là, vous comprenez que Olingue Nguema, en réalité, n'est pas là où on l'attendait, n'est pas en train de mettre la main là où il faut mettre la main, n'est pas en train de se prononcer sur des problématiques profondes de profondeur. Par exemple, la souveraineté, par exemple, du Gabon. Est-ce que vous avez entendu le président Olingue Nguema s'y prononcer, par exemple? Est-ce que vous avez entendu le président Olingue Nguema se prononcer sur le franc CFA, par exemple? Pas du tout. Donc, il y a, n'est-ce pas, aujourd'hui, une volonté ou alors une raison de dire qu'en réalité, au Gabon, il y a eu une sorte de révolution du palais et non une révolution du peuple. Et c'est pour cela qu'on peut aujourd'hui faire une analyse comparative avec ce qui s'est passé au Gabon et ce qui se passe dans les États de
de l'AES. Mais certains opposent l'argument selon lequel les politiques en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sont bien distinctes. Non, pas du tout. Distinctes dans quelle mesure? Aujourd'hui, on voit bel et bien que le problème de l'Afrique est un problème, n'est-ce pas, commun. On ne peut pas dire que c'est distinct. Qu'est-ce qui est différencié, n'est-ce pas, la manière de diriger en Afrique de l'Ouest et la manière de diriger en Afrique centrale? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin des leaders capables de répondre aux aspirations des populations. Et aujourd'hui, on ne saurait répondre véritablement aux aspirations des populations africaines si on ne s'attaque pas aux problématiques telles que le franc CFA, aux problématiques telles que la souveraineté des États africains. Parce que ce sont ces deux éléments qui ont aujourd'hui embrigadé les États africains et qui font, du point de vue, n'est-ce pas, des conséquences, que les États africains, les populations africaines ne puissent pas jouir de leurs intérêts et des fruits de leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Donc, un an à la tête du Gabon aujourd'hui, je pense que le bilan est, à défaut d'être mitigé, le bilan est pour ma part négatif, conformément au principe de souveraineté des États africains. On voit que le président Oligui Nguema ne s'y prononce pas, ou du moins il ne veut pas s'attaquer véritablement, il ne veut pas se jeter dans l'eau, n'est-ce pas, de la souveraineté du combat, dans l'eau, n'est-ce pas, du combat de la souveraineté africaine. Il fait des réformes superficielles qui visent tout simplement à conserver le pouvoir et à inscrire le Gabon dans la continuité, n'est-ce pas, de la famille Bongo. Merci docteur Sango. L'information, en tout cas, enfin, For You Radio continuera de parler de cette information concernant le premier an du CTRI à la tête du pouvoir. On rappelle que lors de l'organisation du dialogue national du côté du Gabon, eh bien, certaines propositions parlaient de la fermeture des bases militaires étrangères, par exemple sur le territoire, un sujet effectivement sur lequel le président Oligui Nguema ne s'est pas encore prononcé. Il en est de même pour l'élection présidentielle, mais plusieurs autres décisions ont été prises et d'ailleurs les avis sont mitigés au Gabon. Certains estiment que le CTRI est une bénédiction pour le Gabon avec les mesures politiques internes qui ont déjà été mises sur pied, qui ont déjà été réalisées, tandis que d'autres estiment, comme vous, docteur Sango, qu'il faut aller plus loin et sortir de sa petite véranda pour prendre des mesures à l'international. Merci pour votre avis, docteur Sango. Sans transition, nous allons parler de cette relation qui existe aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali, mais plus encore de la réaction du représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci a d'une certaine manière haussé le ton en rappelant que jamais, au grand jamais, l'Algérie n'avait participé à l'insécurisation dans le nord du Mali, l'insécurisation dans le Sahel, tout simplement, mais l'Algérie continue d'être un pays qui prône la sécurité dans ces différentes régions. Déjà, quelques semaines après l'attaque de Tinzaouaten, Dr Sango, plusieurs reprochaient au Mali de ne pas s'être prononcé. Est-ce qu'il faut dire que cette sortie du représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU vient atténuer un tout petit peu les accusations? Je pense que les sorties des uns et des autres qui taxaient l'Algérie de son ambiguïté ou de sa duperie vis-à-vis, n'est-ce pas, du Mali, sont aujourd'hui en train de porter des fruits, parce qu'on voit bel et bien que cette Algérie-là qui était muette malgré, n'est-ce pas, des accusations que les Africains, l'opinion africaine, les panafricanistes faisaient contre ce pays-là, on voit bel et bien que ce pays-là a décidé de commencer désormais à communiquer concernant ce sujet. C'est déjà une avancée significative qu'il faut déjà louer dans ce processus, n'est-ce pas, des batailles de libération du continent africain contre le terrorisme. Lorsque l'Algérie le fait, il faut dire, c'est de son droit que de faire cette sortie-là. On n'a pas attaché l'Algérie pour faire cette sortie. L'Algérie a décidé de s'exprimer
librement, indépendamment, conformément à son indépendance et à sa souveraineté. Sauf que il faut partir des faits. Il faut, n'est-ce pas, ici, faire une adéquation entre ces sorties-là et le comportement sur le terrain. On constate bel et bien que la manière dont les choses se passent sur le terrain amène à dire ou alors à s'inquiéter sur cette sortie du gouvernement malien, ou alors du moins à quereller la véracité, la sincérité de cette affirmation-là. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne s'est pas seulement limitée à dire que son pays n'est pas responsable de tout ce qui se passe, n'est pas impliqué sur ce qui se passe au nord du Mali. Mais ce Mali-là est allé jusqu'à condamner, cette Algérie est allée jusqu'à dénoncer les organisations paramilitaires qui aident aujourd'hui certains États africains à lutter contre le terrorisme, ou du moins à faire face contre le terrorisme. Docteur Sango, je vous entends, mais je vous relance. Alors, l'Algérie, justement, enfin, le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU cite les pays comme la Turquie, la Russie, les Émirats arabes unis et même le Maroc, et déclare que ces pays ont des intérêts dans la région du Sahel et des visées, notamment sur les différentes richesses. Alors, parler des paramilitaires, n'est pas forcément parler des États, que sont la Turquie, la Russie, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis. Oui, mais ce que l'Algérie dit n'est pas faux. Les États n'ont que des intérêts sur le plan international. Oui. Mais ces intérêts que l'Algérie est en train la nature de ces intérêts que l'Algérie est en train de décrire aujourd'hui, concernant ces États qui sont aujourd'hui des partenaires redoutables, efficaces, qui accompagnent le Mali, ne sont pas, n'est-ce pas, de la même nature que les intérêts des puissances occidentales. Il faut reconnaître aujourd'hui que la Russie n'est pas au Mali parce que la Russie cherche les matières premières du Mali, parce que la Russie cherche les ressources naturelles du Mali. Il faut l'indiquer et reconnaître que la Russie est au Mali justement parce que la Russie a compris que le terrorisme qui se passe au Mali est un terrorisme instrumentalisé, imposé et utilisé par les puissances occidentales pour mettre, n'est-ce pas, les mains sur les richesses et les ressources naturelles qui se trouvent dans ce nord du Mali. Aujourd'hui, il faut être sincère pour le reconnaître. On ne peut pas dire aujourd'hui que la Russie, peut-être on peut l'accepter pour la Turquie, mais que la Russie est là pour des ressources naturelles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rapidement tourner en dérision et dire que ce n'est pas vrai. La chose qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table pour comprendre la sincérité de l'Algérie, c'est quoi? Si l'Algérie veut montrer aujourd'hui aux yeux de la communauté internationale qu'elle n'est pas impliquée sur tout ce qui est en train de se passer au nord du Mali, mais elle n'a qu'à, n'est-ce pas, fermer ses frontières à ces terroristes qui partent, n'est-ce pas, du Mali à chaque fois pour venir frapper le nord du Mali, ou alors qui se réfugient, n'est-ce pas, à la frontière algérienne chaque fois que ils sont pourchassés par les forces armées maliennes. C'est ça le problème aujourd'hui, et c'est ça qui rend difficile le combat des autorités maliennes au nord du Mali. Parce que chaque fois que les terroristes sont chassés du nord du Mali, ces terroristes ne partent pas au ciel. Ces terroristes se réfugient, n'est-ce pas, au niveau des frontières environnantes. Et parmi les frontières, n'est-ce pas, essentielles qui environnent le Mali au nord du Mali, figure bel et bien la frontière algérienne. Pourquoi l'Algérie ne veut pas fermer sa frontière à ces terroristes-là? Pourquoi l'Algérie ne peut pas aussi permettre au gouvernement malien, par exemple, ou aux forces armées maliennes, de pourchasser ces terroristes jusque sur son territoire? C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne saurait se limiter sur des sorties et des affirmations et dire qu'on n'est pas impliqué. Si vous n'êtes pas impliqué, il faut donc, n'est-ce pas, coller à votre discours les actions concrètes sur le terrain. Cela va participer à montrer votre sincérité et à amener aux gens à comprendre que oui, vous êtes, n'est-ce pas, sincère dans ce combat, ou alors vous êtes solidaire, n'est-ce pas, à ce combat qui
oppose le Mali à ce terrorisme-là. Donc, voilà un peu comment il faut comprendre les choses aujourd'hui. L'Algérie a condamné les paramilitaires. Peut-être vous n'avez pas voulu que j'insiste là-dessus, en disant que ce sont les paramilitaires Wagner qui sont aujourd'hui au nord du Mali et qui accompagnent les autorités maliennes à lutter contre ce terrorisme-là. Le problème de l'Algérie, c'est lequel? Aujourd'hui, il faut également être sincère et comprendre que ce que les autres appellent Wagner, oui, même si c'est des paramilitaires, il faut reconnaître qu'en Afrique, ces paramilitaires russes, si on veut rester dans le discours de ces puissances occidentales, ont véritablement aidé les États africains à faire face au terrorisme. On peut mettre l'exemple de la RCA par exemple. On met l'exemple du Mali aujourd'hui. Et même au Mali, il faut reconnaître que le Mali est aussi avec l'État officiel russe. Le Mali a signé les partenariats avec l'État fédéral de la Russie. Et même si aujourd'hui, on est en train de vouloir démontrer que c'est avec Wagner que le Mali il y a des accords de coopération avec l'État russe. Il y a également des accords de protection et de, on va le dire ainsi, avec des sociétés privées de sécurité. Il faut peut-être également faire ce distinguo, docteur Sango. Alors peut-être pour vous relancer également, l'Algérie estime aujourd'hui que la présence de plusieurs paramilitaires, on a cité tout à l'heure les pays comme la Turquie, la Russie, les Émirats arabes unis et puis le Maroc, devient difficile à gérer dans le Sahel de par l'impossibilité de surveiller, mais aussi de veiller aux attitudes, de veiller à cette protection justement que vient octroyer ces paramilitaires à ce pays qu'est le Mali aujourd'hui, particulièrement dans la frontière nord. Donc en fait, l'Algérie estime que ces paramilitaires ensemble tous ne sont pas faciles à gérer pour le pays et pourraient devenir une menace revenant bien sûr de plusieurs autres pays. Je pense que face au terrorisme, tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces sur le terrain. D'accord? Pour vaincre le terrorisme, pour éradiquer le terrorisme, on peut utiliser tous les moyens. Parce que le terrorisme est un mal, le terrorisme est un cancer. Le problème avec l'Algérie aujourd'hui qui pose, n'est-ce pas, la problématique du contrôle, c'est justement parce que cette Algérie-là ne veut pas collaborer de manière officielle. D'accord? L'Algérie ne veut pas collaborer de manière officielle. Pourquoi? Parce que si l'Algérie, par exemple, décide d'offrir sa collaboration sincère à ces États de l'AES en général et à l'État malien en particulier, ça va permettre à ce gouvernement-là d'être au cœur des transactions des uns et des autres. Qui fait quoi? Comment? Quel est le domaine de compétence des uns et quel est le domaine de compétence des autres? C'est justement parce que cette Algérie-là est d'abord en retrait, a décidé de rester en retrait. C'est pour cela qu'elle peut s'inquiéter de cette façon de faire. Mais je pense que si elle intègre la coopération, le partenariat militaire avec le Mali et les États de l'AES, cette crainte-là va, n'est-ce pas, s'effriter et va donc lui permettre d'avoir un regard beaucoup plus efficace sur ce qui se passe sur le terrain. Donc moi je pense que le problème risque d'être ailleurs. Le problème n'est pas sur la crainte, parce qu'on voit bel et bien que tous ces paramilitaires, tous ces partenaires avec lesquels les États de l'AES travaillent aujourd'hui n'ont qu'un seul objectif: vaincre le terrorisme. Parce que l'une des choses que les personnes ou certaines puissances occidentales ne voient pas souvent, c'est quoi? C'est que les partenaires, les nouveaux partenaires, n'est-ce pas, maliens aujourd'hui ou de l'AES en général, sont des partenaires qui terrorisent les terroristes sur le terrain. Parce qu'il faut le dire, ils ne jouent pas avec les terroristes. D'accord? Ils ne cajolent pas les terroristes au sens du poil. C'est des partenaires qui terrorisent les terroristes, qui combattent véritablement les terroristes. Peut-être c'est à cause de cette férocité qu'ils sont peut-être combattus ou mal vus par les puissances occidentales. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc moi je pense que on doit apprendre à être sincère
dans ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. On n'a plus besoin de rester derrière les discours. On doit aujourd'hui faire l'effort de faire une adéquation entre les discours et les actions sur le terrain. Et moi, je suis de ceux qui pensent que on doit beaucoup plus lire les intentions, les ambitions et les intérêts des États aujourd'hui à partir des actions et non plus à partir des discours. Parce que si on se limite seulement sur les discours, on risque de sombrer dans ce qu'on appelle la démagogie politique, qui a souvent brillé sur la scène internationale et qui a souvent caractérisé les États sur la scène internationale, où on dit une chose et on fait le contraire sur le terrain. Merci, docteur Sango. L'Algérie, à travers ce discours, comme vous le dites, n'essaye-t-elle pas de tendre également la main, par exemple, à son voisin qui est le Mali, en termes non seulement de discussion, mais aussi de partenariat? Vous parliez tout à l'heure des actes. Ne faut-il pas également parler de ces actes qui pourraient, dans ces coopérations sud-sud, mettre en avant des agissements communs avec l'Algérie, enfin entre l'Algérie et le Mali, pour lutter contre ce terrorisme? Vous avez cité tout à l'heure le droit de poursuite des terroristes sur le territoire algérien, par exemple, mais l'Algérie avait également opté pour la protection et le renforcement de sa frontière à elle, par exemple, pour éviter que celle-ci soit poreuse et laisse passer les terroristes, en renforçant avec un personnel militaire un peu plus poussé. Ça a été la même chose avec la Libye, par exemple. Que faut-il réellement mettre en place ou alors penser? L'idéal, c'est de faire un rapprochement entre l'Algérie et les États, n'est-ce pas, de l'AOS. C'est ça l'idéal. Parce que du point de vue de la réelle politique, ces États ne peuvent pas s'en sortir si son environnement reste encore un environnement belliqueux. On l'a déjà démontré. Le problème aujourd'hui, c'est lequel, Madame Cassandra, c'est que l'Algérie n'a pas accepté du tout que le Mali quitte les accords d'Alger. D'accord? Le fait que le Mali ait claqué les accords d'Alger qui étaient sous la direction de l'Algérie n'a pas plu à l'Algérie. Il faut partir de là. Et je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui le comportement de l'Algérie vis-à-vis du Mali ou vis-à-vis de ces États de l'AOS. La main tendue dont vous parlez, moi je ne vois pas cette main tendue-là. Est-ce qu'en faisant cette sortie-là, c'est synonyme de main tendue? Je ne pense pas. Il y a une manière de faire la main tendue. D'accord? Pour vous, ce serait laquelle? D'accord. Mais c'est de se rapprocher avec ces États de l'AOS, avec ces États du Mali, et de signer les accords, de signer les partenariats qui pourront par exemple permettre aux deux États de neutraliser les terroristes sur le terrain. Parce que l'objectif maximaliste, c'est de sécuriser les États, c'est de sécuriser les frontières. Alors comment pouvez-vous sécuriser une frontière si votre voisin est chaque fois dans le feu? Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas dire que les autorités maliennes ont décidé de renforcer la sécurité au niveau de leurs frontières, alors que sur le terrain, il y a une sorte de perméabilité de ces terroristes-là qui partent du territoire malien lorsqu'ils sont pourchassés, quand ils sont pourchassés par les forces armées maliennes. Ils ne disparaissent pas. Ils partent où? Où est-ce qu'ils partent? Si la frontière, par exemple, algérienne était renforcée, alors ces terroristes-là seraient neutralisés par ces militaires algériens au nord, ou alors à la frontière, n'est-ce pas, de l'Algérie au nord du Mali. Mais ce n'est pas le cas, sur le terrain. Donc il y a une sorte de duplicité, il y a une sorte, n'est-ce pas, de rapacité qui caractérise aujourd'hui certains États africains face à cette bataille de lutte contre le terrorisme. Il y a l'hypocrisie internationale qui reste encore en vigueur. Il y a ce problème, n'est-ce pas, de sincérité, de solidarité des États africains qui n'est pas encore démise et qui devrait, n'est-ce pas, aujourd'hui s'accentuer pour que les États africains essayent de contenir et d'encercler
le terrorisme dans l'optique de l'éradiquer définitivement du territoire africain. Parce que je vous ai toujours dit que ce terrorisme-là est un terrorisme imposé, entretenu. C'est un terrorisme qui fonctionne justement parce qu'on le fait fonctionner. Ce n'est pas un terrorisme qui est né ex nihilo et qui a ses propres moyens de ravitaillement. Et c'est un terrorisme qui fonctionne parce que un État africain a permis à ce qu'on utilise son territoire, on utilise sa frontière pour aller attaquer un autre État. C'est ça le problème aujourd'hui. Si tous les États africains étaient sincères, fermaient leur pays, refusaient de donner leur pays, de livrer leur pays comme des entités d'opérationnalisation et de fonctionnement du terrorisme, aucun État africain aujourd'hui ne serait facilement frappé. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a un problème de sincérité, un problème d'hypocrisie internationale qui reste encore forte sur le continent africain. Le jour où on va résoudre ce problème, c'est le jour où l'Afrique deviendra une puissance et se mettra à l'abri du terrorisme occidental. Pour le moment, entre l'Algérie et les États de l'AES, ce n'est pas encore le cas, du moins à mon humble avis. Ce n'est pas encore le cas pour l'Algérie et le Mali dans le cadre d'un travail pour la lutte contre le terrorisme dans cette zone-là. Mais Dr Sango, peut-être pour rester sur les déclarations algériennes concernant les armées privées, comme a bien voulu dire Ammar Benjama au Conseil de sécurité de l'ONU, faut-il absolument avoir la présence de ces armées privées sur les territoires africains et particulièrement dans un territoire comme celui du Sahel? On se souvient de ce discours aussi d'Abdelmadjid Tebboune il y a de cela quelques mois seulement, qui estimait que le budget apporté aux armées privées pourrait aider à développer et à sauver le Sahel à lui tout seul sans avoir besoin d'ingérence étrangère. Oh oui, c'est aussi là, je dirais, une sorte d'idéal. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici que face au terrorisme, tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. La défense comme la protection, il faut le dire, hein, n'est pas seulement l'exclusivité des gouvernants, n'est pas seulement l'exclusivité de l'État. On le voit aujourd'hui au Burkina Faso avec les VDP, par exemple, les volontaires de la défense et de la patrie, par exemple. C'est des privés, c'est des personnes qui luttent pour la défense et la sécurité de l'État. Il faut rappeler que lorsque un État ou une nation est menacé par la guerre ou par le terrorisme, la défense reste l'apanage de tous les citoyens. Tout le monde devient militaire. Tout le monde a le devoir de défendre son territoire lorsque ce dernier est attaqué par les forces du mal extérieur. Donc aujourd'hui, la solution ou alors la problématique des forces armées privées, par exemple, participe dans cette logique de renforcement des capacités de l'État pour faire face au terrorisme qui a aujourd'hui tendance à menacer les gouvernements. On voit que les terroristes aujourd'hui ont des capacités de frappe qui déstabilisent les gouvernements, ont des outils d'armement sophistiqués qui dépassent même ceux utilisés par les gouvernements de manière officielle. Face donc à cette façon de faire, je pense qu'il n'est pas interdit, exclu pour les gouvernants de faire, n'est-ce pas, avec ces forces armées privées dans l'optique de réduire la puissance des terroristes qui utilisent aussi, il faut le dire, les privés et les mêmes forces armées privées pour déstabiliser les gouvernements. Donc, moi, je pense que ça dépend de la manière dont on utilise ces forces armées privées. Ces forces armées privées, par exemple, on ne doit pas les utiliser dans l'optique d'atteindre des intérêts égoïstes, comme on a vu dernièrement la Côte d'Ivoire avec l'affaire des mercenaires ivoiriens, où on utilise
n'est-ce pas, des mercenaires pour déstabiliser un État officiellement élu et officiellement investi qui travaille pour les intérêts de la population. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais si un État officiel est aujourd'hui dans une dynamique de terroriser le terroriste, dans une dynamique d'éradiquer les terroristes qui veulent briser la stabilité d'un État ou alors l'intégrité territoriale d'une nation, ce n'est que normal que l'État fasse avec ces forces-là pour acquérir ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime et important à l'effet de neutraliser le terrorisme. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que on ne doit pas toujours fustiger ces forces armées privées ou alors ces paramilitaires comme les appellent les puissances occidentales. Ces paramilitaires, il faut le dire, et lorsque vous voyez même leur organisation et leur fonctionnement, sont parfois des paramilitaires qui sont financés et organisés par des gouvernements officiels. D'accord? Aujourd'hui, Wagner, il y a toute une problématique là-dessus. Je ne pense pas que si on fait des recherches aujourd'hui, on va, il sera difficile de démontrer que Wagner n'a pas de ramifications avec le gouvernement officiel russe, par exemple. Il faut savoir que il y a toujours ces intérêts, ces liens, ces ramifications entre ces paramilitaires privés et les gouvernements officiels. Ça dépend du but pour lequel on les utilise. Ça dépend de l'intérêt pour lequel on les mobilise pour combattre. Donc, dans le cas d'espèces africaines... Cela ne dépend pas aussi de la répartie, car ce n'est pas du bénévolat que ces entreprises, enfin ces armées privées viennent faire sur le territoire africain, surtout pas dans le Sahel. Mais bien sûr, ils ne viendront pas quand même lutter pour rien. Mais ce n'est que normal. Ils ne viendront pas quand même donner leur sang à cause de votre bonne face. Donc, ils viendront là justement parce que vous aurez mis à leur disposition des moyens pour combattre. Donc, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc, en dehors de l'histoire qui nous a donné de voir comment les Africains sont partis du continent africain de manière volontaire et désintéressée pour aller libérer la France face au fascisme allemand et italien, aucun État aujourd'hui, aucun paramilitaire aujourd'hui ne serait prêt, n'est-ce pas, à se livrer, à s'engager aux côtés d'un État si on ne met pas à sa disposition des moyens et des intérêts qui pourront aussi, n'est-ce pas, permettre de satisfaire ses ambitions. Ce n'est que normal. Donc, on ne peut pas se sécuriser si on n'a pas les moyens. D'accord? Voilà également l'une des problématiques qu'il faut mettre sur la table. La capacité, n'est-ce pas, à se doter des moyens pour définir des stratégies de défense efficaces et autonomes sur le terrain. C'est ça qui fait l'une des faiblesses du continent africain. Comment trouver des moyens autonomes, n'est-ce pas, de définition des stratégies de défense africaines. On voit bel et bien que les pays africains, dans leur majorité, demandent toujours ces moyens aux puissances occidentales, aux bailleurs de fonds. Ils n'ont pas souvent ces moyens-là propres pour définir des stratégies de défense. Et c'est par là que commence l'infaillibilité, la faillite, n'est-ce pas, de leur armée. Il faut qu'aujourd'hui, parmi les stratégies que le continent africain doit mobiliser face à cette bataille de libération, et que le continent figure bel et bien la stratégie, n'est-ce pas, de l'autonomisation financière. Il faut que le continent africain s'oriente vers là. Tant que nous ne serons pas autonomes financièrement, tant que nous n'aurons pas de capacités et de mobilisation de finances autonomes, nous resterons toujours assujettis à ce chantage des puissances occidentales où chaque fois il va toujours falloir aller tendre la main pour acheter les armes, tendre la main pour demander la protection. Cette façon de faire là doit être dépassée aujourd'hui. L'enjeu, c'est de construire ce que j'appelle souvent dans mes travaux l'indice de puissance du continent africain. Cet indice de puissance passe par la souverainisation du continent sur le plan financier et sur le plan militaire.
tant que l'élément de la finance ne sera pas résolu, le continent africain sera toujours manipulé et assujetti à ce terrorisme occidental. Et qu'en est-il de la souveraineté sécuritaire, Dr Sango? Faut-il aujourd'hui penser qu'après l'appel des sociétés militaires privées, il faudrait également profiter du partage de l'expérience, du partage de l'information, des différentes formations, aux fins de régler maintenant les problèmes sécuritaires africains par des Africains, comme l'ont souvent déclaré les autorités au Mali? Les problèmes des Maliens doivent être réglés par les Maliens. Que faut-il penser aujourd'hui de cette stratégie de souveraineté sécuritaire, que ce soit dans les pays du Sahel ou simplement les pays africains qui sont aujourd'hui face à l'insécurité? Oui, et la stratégie de sécurisation sécuritaire doit être une stratégie de sécurisation autonome. Il ne faut pas toujours penser qu'on doit toujours aller chercher des experts militaires pour venir former les Africains. Le problème de formation peut aussi être un problème, n'est-ce pas, qui passe par des solutions endogènes. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Un pays comme la Corée du Nord, est-ce que vous avez déjà entendu la Corée du Nord dire que les militaires américains viendront faire des séminaires de formation? Les militaires chinois ou les militaires russes viendront, n'est-ce pas, essayer de faire des séminaires de renforcement de capacité aux militaires nord-coréens? Jamais. Jamais. Ce pays a décidé, n'est-ce pas, de définir une stratégie de formation personnelle, autonome, qui montre aujourd'hui sa capacité et son efficacité sur le plan international. Il n'y a pas eu transfert de technologie. Et il faut savoir que ce qu'on appelle transfert de technologie, en réalité, dans les rapports entre États, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que les États sont mus d'intérêt, aucun État ne va accepter de mettre à votre disposition un transfert de technologie qui va à terme vous permettre de le doubler sur le plan international. C'est quand même une hérésie que de le penser. D'accord? Ce dont les États africains doivent faire aujourd'hui, c'est de chercher des stratégies, n'est-ce pas, de défense efficaces sur le plan international, capables, n'est-ce pas, d'être réels sur leur sol africain. C'est pour cela qu'il faut par exemple saluer le projet des États de l'AES, de la création d'une industrie nucléaire dans cette localité-là. On fabrique une industrie nucléaire sur les terres des États de l'AES. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer ailleurs et qu'on va parachuter aux États de l'AES. C'est quelque chose qui va s'implémenter là, peut-être avec la collaboration de certains États qui pourront les accompagner dans cette logique-là. Donc, il y a un problème de provision, d'ambition et de projection en tant que puissance qui manque souvent aux pays africains. Les pays africains pensent toujours que les autres leur viendront toujours en aide, ou alors que c'est les autres qui viendront faire les choses que eux ils doivent faire. Non, il faut être ambitieux, il faut vous projeter, il faut avoir une vision, et à partir de cette vision-là maintenant, l'autre peut, conformément au principe du rapprochement des intérêts sur le plan international, vous accompagner ou alors ne pas vous accompagner. Mais il ne faut pas rester dans la logique que l'autre viendra nous accompagner ou c'est l'autre qui doit mettre à notre disposition sa technologie. Il faut sortir de là. L'Afrique aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de le dire, doit se projeter comme une puissance. L'Afrique aujourd'hui doit se comporter comme une puissance. L'Afrique aujourd'hui ne doit pas toujours montrer la face des victimes. Elle ne doit pas toujours se victimiser. L'Afrique a été colonisée, a été, n'est-ce pas, esclavagisée. C'est vrai, mais on ne devrait pas rester esclave du passé. On doit plutôt utiliser ce passé-là pour nous projeter dans l'avenir en rectifiant notre présent. Je pense que cette formule-là qui pourra aider le continent africain. On doit sortir des formules belliqueuses qui voudraient que c'est l'autre qui doit mettre à notre disposition des formations, des instruments militaires,
Non, on doit sortir de là. L'autre ne peut que venir en aide, mais il ne doit pas remplacer votre militaire. Il ne doit pas se substituer à votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui montre le cap, la direction, et les autres vous accompagnent. Merci à vous, docteur Sango. Nous allons bientôt clôturer, n'est-ce pas, dans cette émission. Vous parliez des sociétés privées, enfin des armées privées qui ne devraient pas se soustraire au gouvernement. Vous avez également rappelé que la souveraineté sécuritaire pouvait exister en Afrique. Il fallait que les pays africains eux-mêmes puissent se sécuriser. Mais alors pourquoi avoir besoin de ces armées privées? Pourquoi? Enfin, on a l'impression qu'il y a un tout petit peu de contradiction dans votre propos, car tout à l'heure, vous étiez en train de rappeler à quel point il est important pour les pays du Sahel, par exemple, de faire recours à ces paramilitaires, mais tout de suite, vous dites que les pays africains peuvent s'autodéfendre tout seuls et n'ont donc pas besoin de paramilitaires, de transfert de compétences ou alors de technologie, de formation et tout ce qui va avec. Oui, il faut savoir que le continent africain est agressé. J'ai parlé d'un problème de vision, d'un problème d'ambition, d'un problème de projection. D'accord? Et il faut distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans une perspective de court terme, le continent africain est agressé. Vous avez l'arme sur votre cou. Qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que ça sera le moment de mettre sur pied les industries militaires? Est-ce que c'est le moment, en ce moment, avec l'arme sur le cou, de créer des industries militaires? Entre-temps, l'arme est sur votre cou. Non. Ce que vous avez à faire dans cette perspective de court terme, c'est de faire avec les solutions, n'est-ce pas, présentes qui se présentent. Et parmi ces solutions présentes figure bel et bien le partenariat stratégique avec certains partenaires efficaces qui peuvent vous accompagner à vous défaire de cette arme qui pèse sur votre tête et sur votre cou. Les stratégies présentes voudraient que vous travaillez avec, n'est-ce pas, des paramilitaires qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à vous défaire de cette arme qui pèse sur votre cou. À peu près comme la métaphore de quelqu'un qui est en train de se noyer et qui s'agrippe même sur un serpent pour s'échapper de la noyade. Ça, c'est le court terme. Dans le moyen et le long terme, et c'est là où j'insistais sur la provision, l'ambition et la projection, il faudrait que les États africains pensent donc à la création des stratégies autonomisantes de défense, en mettant sur pied des capacités stratégiques propres qui n'auront plus besoin d'aller chercher l'assistant, d'aller chercher l'autre pour se défendre à cas d'attaque par l'ennemi. C'est cette logique-là que je convoque, c'est ce chemin-là que je convoque pour expliquer aujourd'hui ce qui se passe sur le continent africain. Il faut partir de l'idée selon laquelle le gouvernement, le continent africain aujourd'hui est agressé, est en guerre, est aujourd'hui violenté. Vous ne pouvez pas être agressé chez vous et penser à ce moment-là que c'est le moment de faire la morale, de penser des politiques de protection à long terme. Non, vous cherchez d'abord à mettre l'agresseur hors d'état de nuire avant de penser, mais maintenant, dans le futur, comment faire pour que cela ne puisse plus arriver. Ou alors, de telle sorte que si ça arrive, vous ayez des moyens, n'est-ce pas, efficaces pour y faire face. C'est ça l'objectif de ce que j'appelle l'indice de puissance. Parce que l'indice de puissance a un rôle bidimensionnel. Le premier rôle, c'est de vous défendre lorsque l'ennemi vous attaque. Et le deuxième rôle, c'est de dissuader ces puissances internationales sur le plan international et en renforçant votre respectabilité. Lorsque vous avez un indice de puissance, on ne vous parle pas n'importe comment sur le plan international. D'accord? Lorsque vous prenez position sur le plan international, on ne discute pas cette position-là. On comprend que c'est une position qu'on doit respecter parce que quoi? Vous avez les moyens, n'est-ce pas, d'implémenter cette décision et les moyens de la faire respecter. C'est comme ça que les grandes puissances se comportent aujourd'hui sur le plan international. Et je vous ai toujours dit
que c'est au nom de cet indice de puissance que les États-Unis se sont permis d'aller couper la tête d'un président élu d'un gouvernement qu'on appelle l'Irak. On l'a pendu et ils n'ont pas été inquiétés sur le plan international. C'est cet indice de puissance qui permet à Israël aujourd'hui de se comporter comme il se comporte comme cela. C'est cet indice de puissance qui fait en sorte que la Russie ne soit pas attaquée directement par les États-Unis et les pays occidentaux parce qu'ils sont conscients de la riposte que cette Russie-là peut, n'est-ce pas, implémenter sur le plan international. Et c'est cet indice de puissance pour sortir qui permet à ce que la Corée du Nord soit respectée et être crainte par des puissances occidentales et à l'occurrence les États-Unis. Alors qu'en réalité, c'est une île, c'est un petit pays sur le plan culturel et même économique. Mais il est respecté parce que il a décidé de se doter d'un indice de puissance réel, stratégique, capable d'atteindre les autres États où qu'ils peuvent se trouver. Merci, docteur Sango. On retient, voilà, de vous que l'Algérie a ainsi appelé le Mali, ou alors pointé du doigt le Mali et les autres pays du Sahel, par exemple, qui aujourd'hui sont en partenariat avec des armées privées, en parlant de violation de celles-ci, comme si cela, évidemment, venait donc justifier l'insécurité dans le Sahel, mais l'Algérie a également tenu à nier tout soutien au terrorisme international, tenu à rappeler que les attaques de Tinzaouaten n'ont jamais été perpétrées à travers le Mali, à travers l'Algérie, de près ou de loin. Voilà donc quelques propos à retenir de cette sortie algérienne. Et de vous, docteur Sango, on retient qu'il faut simplement que l'Algérie et le Mali se rapprochent afin de lutter ensemble contre le terrorisme. À peu près comme on a vu ce rapprochement avec la Libye, c'est-à-dire le général Haftar à l'est de la Libye, et qui a fait un rapprochement stratégique avec les États de l'AOS, question de travailler stratégiquement et idéologiquement sur le terrain. Un tel rapprochement pourrait être d'une efficacité fondamentale, d'accord, avec l'Algérie par exemple. Imaginez par exemple si l'Algérie fait un tel rapprochement avec les États de l'AES, comment est-ce que le combat pourra se transformer sur le terrain? Donc, de manière, n'est-ce pas, stratégique, et c'est ça l'idéal, le vœu, n'est-ce pas, des panafricanistes que nous sommes, c'est que l'Algérie revienne dans le bon sens et retrouve sa position d'entame du passé qu'elle a eu à jouer sur le plan du panafricanisme. L'Algérie aujourd'hui sur le plan militaire caracole l'une des premières positions africaines. Lorsqu'on fait la classification des armées aujourd'hui en Afrique, je pense que l'Algérie serait, si ce n'est en première position, en deuxième ou troisième position. Une telle puissance ne peut donc pas refuser de donner ses services contre un terrorisme, un phénomène qui a été identifié comme un fléau mondial condamné par tous les États du monde. Donc je pense que il faut aujourd'hui des rapprochements stratégiques. Il faut aujourd'hui ce que j'appelle la solidarité africaine efficace, encore efficace, pour que les États africains ne commettent plus les erreurs de leurs pères dans le passé. Parce que les combats de leurs pères ont été facilement brisés et brisables par le passé, justement parce qu'il y a eu ce déficit de solidarité africaine où on utilisait un État pour détruire un autre État. Je pense que 65 ans après les indépendances, les Africains doivent intégrer cette réalité et comprendre que si le continent africain est de plus en plus vassalisé, ce n'est pas forcément parce que les pays occidentaux sont puissants, parce qu'il faut le dire, sur le terrain, ce n'est pas toujours l'occidental qui vient tirer sur l'Africain, c'est un Africain qui est utilisé pour tirer contre un autre Africain. Ils doivent donc comprendre que ce n'est pas forcément la puissance, c'est justement parce que ceux-là sont solidaires et sont organisés. Il faut donc en retour que le continent africain s'organise et prenne conscience que l'ennemi leur est commun. On ne s'en sortira pas seul, État par État. Les États africains doivent se mettre ensemble
pour former, à défaut de l'État fédéral africain, les États fédéraux, n'est-ce pas, sous-régionaux, qui pourront facilement faire face au processus du terrorisme. Comme dit un adage africain, une seule main ne peut pas attacher le paquet, une seule bûchette d'allumettes est facilement brisable, alors que lorsque vous avez plusieurs branches de feuilles de bois, ça forme un fagot, et un fagot, on ne le rompt pas facilement. Donc l'unité, la mise ensemble, le regroupement, le rapprochement restent aujourd'hui des paradigmes fondamentaux qui pourront permettre au continent africain de vaincre le terrorisme et d'inscrire leurs États dans la dynamique du développement économique qui a longtemps fait défaut à ce vaillant continent africain. Merci à vous, docteur Sango, et merci également à la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Kelly à la mise en onde et puis derrière les caméras. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur For You Radio. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. On se retrouvera très bientôt sur notre radio. En attendant, l'information et les programmes se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir, Alger.